Permettez-moi d'abord de vous montrer un peu comment s'organise ma conférence. Je voudrais d'abord voir les différences entre les processus généraux et les processus sélectifs spécifiques à un domaine et examiner une troisième voie, celle des processus pertinents au domaine qui deviennent spécifiques avec le temps. Je vais ensuite donner des exemples de déficits pertinents au domaine en comparant différents syndromes, mais il ne faut pas s'arrêter aux vulnérabilités au niveau génétique, mais aussi prendre en compte les vulnérabilités environnementales, surtout pour les enfants qui ont des troubles d'origine génétique. Et ensuite, j'aimerais que nous regardions la signification de tout cela du point de vue de l'intervention. Alors, bien entendu, Piaget est mon mentor dans cette démarche. Il avait bien sûr trois grands processus, l'assimilation, l'adaptation et l'équilibration. Et pour lui, ça s'appliquait à tous les domaines physiques, nombre, langage, etc. Et c'est très important sur le plan épistémologique, mais ça n'a pas toujours été très utile sur le plan psychologique, puisque ça n'explique pas les profils très inégaux. Comment un enfant peut-il être brillant en mathématiques et avoir de très faibles compétences linguistiques, par exemple, ou physiques. Il parlait de décalage, bien sûr, mais de décalage dans longitudinaux. Moi, je parle de produits et même de profils. Et cela vaut tout particulièrement pour les troubles du développement. Deuxièmement, en raison de l'influence de Chomsky dans les années 60-70 et de Fodor dans les années 80, beaucoup de psychologues ont décidé que l'approche générale de la généralisation n'était pas la bonne et ils ont opté pour l'approche de la spécificité. Cela fonctionne dans des exemples de l'évolution et d'adultes patients en neuropsychologie. J'avais une autre image que je n'ai pas trouvée de Tooby et Cosmides qui tenaient l'un un cerveau humain et l'autre un couteau suisse et qui disait que le cerveau est comme un couteau suisse, que chacun de ces éléments a été fait spécifiquement et très précisément pour une fonction et que le cerveau est divisé en modules qui sont adaptés à des fonctions. Or, on me dit, je me trompe peut-être, mais si vous avez un couteau suisse avec une cinquantaine de lames et autres instruments, vous n'en utilisez en fait qu'une dizaine au maximum, et vous les utilisez pour faire plusieurs choses, pas pour une seule fonction. Et je crois que ça vaut aussi pour le cerveau. Ici, vous avez deux dessins. L'un représente la dyscalculie, c'est-à-dire des adultes qui ont dont le cerveau a été atteint après la maturité, au compromis. Le reste de leur système fonctionne bien, mais ils ont perdu la fonction numérique ou la fonction grammaticale, donc le patient aura un très grand vocabulaire mais qu'il n'est plus capable d'assembler de manière grammaticale. La tendance a été d'appliquer ce même schéma aux problèmes génétiques. Et on a parlé de problèmes comme la dyscalculie développementale où le seul problème était d'ordre mathématique, le reste semblait entre guillemets normal, où l'enfant pouvait avoir des difficultés au niveau de la langue ou de la grammaire et on estimait alors que le compromis ne se situait qu'au niveau de la fonction grammaticale et que tout le reste était normal. Mais nous y reviendrons, car cette approche ne fait pas la distinction entre un cerveau développé et mûr et qui est atteint à la maturité et un cerveau qui est en développement. J'espère, dit la conférencière, que les interprètes parviennent à me suivre. Je tiens vraiment à faire cette distinction entre le développement terminé et le développement en cours.
Et ici, c'est Christine Temple et son collègue Klassen qui ont fait cette situation. Ils ont appliqué cette approche de l'adulte à un trouble développemental en disant que le syndrome de Williams peut s'expliquer en termes de déficit sélectif dans un système modulaire, autrement tout à fait normal, tout à fait intact, où seuls quelques éléments auraient été compromis. Donc voilà comment je le représente sous forme de dessin. Et je vais critiquer ce type d'approche parce que l'un des grands problèmes, un problème que Piaget aurait certainement signalé, c'est que ce type d'approche d'optique ne fait fi de l'histoire développementale de l'organisme. Les organismes se développent avec le temps. Le cerveau, les organismes dans son ensemble se développent et il faut tenir compte de cette histoire, de ce développement progressif. Et pour moi, donc, le modèle adulte est totalement inapproprié au syndrome de développementaux. Et si l'on pense en termes de développement, la spécificité pourrait être un résultat du développement, mais pas son point de départ. Peut-être plutôt un produit qu'un point de départ pour le processus, pour le développement. Donc, dans une grande partie de mon travail et dans Beyond Modularity que Jean-Paul a mentionné, j'avance que le cerveau humain n'est pas constitué de modules, comme le disent Chomsky, Fodor et bien d'autres en Amérique, mais qu'il y a eu une spécialisation progressive, une localisation progressive des circuits et des fonctions. Donc, s'il n'y a pas de module spécifique au domaine, est-ce que les processus généraux sont la seule possibilité? Mais je dirais qu'il y a une troisième possibilité, ce sont les processus adaptés ou pertinents au domaine. Au départ, les nombreux éléments du cortex et du sous-cortex dans les deux hémisphères sont en concurrence pour le calcul de l'information. Donc l'activité est répartie sur l'ensemble du cerveau du nourrisson. Mais certaines parties du cerveau sont mieux adaptées, plus appropriées pour certains types de traitements. Si vous traitez des informations séquentielles, par exemple, certains types de neurones sont plus appropriés que d'autres, tandis que d'autres parties du cerveau sont mieux adaptées à un traitement holistique. Donc, différents types de neurones, différentes densités neuronales, différentes orientations neuronales sont importantes pour mettre en route un système. Mais comme il y a concurrence, que tout le monde essaie de tout faire, au bout d'un certain temps, il se dessine une spécialisation, mais seulement au fur et à mesure du développement. Et c'est ce qu'on appelle l'approche neuroconstructiviste qui s'appuie sur les travaux de Piaget, bien sûr. Je vais vous donner un exemple de cette approche neuroconstructiviste qui prend pour optique donc la pertinence au domaine. Ici, vous avez une famille. Vous voyez, avec les générations, les parties en noir, mâle et femelle, c'est dans cette famille la production de la parole était extrêmement compromise au cours à travers plusieurs générations et personne ne comprenait ce qui se passait jusqu'à ce que Fisher Monaco à Oxford ne découvre que les membres de la famille qui étaient touchés avaient en fait une mutation du gène FOXP2. Un tout petit gène qui se situe sur le chromosome 7, qui avait muté, qui avait été compromis, altéré chez ces personnes, alors que les autres membres de la famille n'avaient pas été touchés, n'avaient aucun problème
locution ou de langage. Donc, Pinker, Gopnik et d'autres ont commencé à dire qu'il y avait des gènes spécifiques à des marqueurs morphologiques. Et Pinker a parlé de la naissance de la génétique cognitive. Et bien entendu, dans la presse, on a parlé du gène du langage et tout le monde s'est enthousiasmé. Et bon, très rapidement, on s'est rendu compte que ce gène avait été très fréquemment conservé dans de nombreuses espèces. Chez les oiseaux, par exemple, dont le chant s'approche un peu déjà du langage humain. Et là, on a constaté que l'expression de ce gène FOXP2 est beaucoup plus importante au moment où l'oiseau apprend à chanter que lorsqu'il produit le chant. Donc, le FOXP2 se renforce avec le développement. Ensuite, dans une souris, on a trouvé que l'expression du gène FOXP2 sur la durée du développement se déplace, s'exprime, se déplace dans le cerveau. N'est pas exprimé donc dans la même région. À mesure que la souris devient plus active, explore son environnement de plus en plus rapidement, le gène FOXP2 s'est limité à ces circuits qui sont impliqués dans la motricité, donc essentiellement le cérébellum. Et puis, les chercheurs sont revenus à l'expression humaine et ont constaté que dans la famille KE, les altérations, les déficiences n'étaient pas limitées à la parole et à la langue, mais aussi, par exemple, à l'articulation orofaciale. Si j'ai ce type d'expression, simplement recopier ces séquences est facile pour un enfant de 2 à 3 ans. Or, pour les personnes atteintes de cette mutation du gène FOXP2, adultes et adolescents, c'est extrêmement difficile, ainsi que la motricité fine. Et il y a également des difficultés dans la perception et la production de mouvements de rythme très simples. Donc, j'ai changé le rythme de 2 à 1, 2, 3. Et les personnes qui ont cette mutation du gène FOXP2 ont énormément de difficultés à percevoir ce changement et encore plus à le reproduire, alors qu'un enfant ordinaire sans cette mutation du gène le fait très facilement. Donc, un gène qui est très conservé, qu'on retrouve chez les serpents, les oiseaux, les souris, les chimpanzés et les humains. Et donc, il ne s'agirait pas d'un gène du langage, mais d'un gène qui contribue à la bonne coordination dans les séquences rapides de mouvements et dans leur synchronisation. Et vous pouvez imaginer quelle est peut-être que l'influence est plus marquée dans certains domaines que dans d'autres. Donc, FOXP2 n'est pas spécifique au langage, comme beaucoup l'avaient prétendu, mais il est pertinent au domaine du langage, parce que chez l'être humain, l'un des éléments le plus important, c'est la rapidité, le mouvement, la coordination de la production de la parole. Et on voit que les enfants, si l'on examine la parole plutôt que le langage, apprennent à aller de plus en plus rapidement dans leur élocution, dans leur production. Les enfants, d'ailleurs, font des sons très très tôt et apprennent à produire des mouvements de la langue et de la bouche différents et très rapides. Donc, si l'on s'arrête à la pertinence plutôt qu'à la spécificité, quant au domaine, les questions deviennent tout à fait différentes, puisqu'on ne s'interroge plus seulement sur la communication orale, comme pour le chant des oiseaux, mais que l'on envisage d'autres hypothèses également. S'il s'agit de coordination de mouvements, de synchronisation, alors la langue des signes, par exemple, entre aussi en compte.
puisque vous avez une séquence rapide mais manuelle et qui devrait aussi être compromise si vous avez une mutation du gène FOXP2 ou par exemple la musique, le piano, le violon. Et l'on pourrait aussi avoir des hypothèses donc de déficience dans ce domaine ou dans les routines de danse rapide, par exemple, comme dans les danses écossaises. Il y a peut-être des exemples de danse typiques suisses également qui ne me viennent pas à l'esprit. Donc, nous élargissons le champ des hypothèses sur l'interaction, le développement et l'interaction des systèmes pour voir lesquels sont pertinents à un domaine. Mais nous posons également des questions pertinentes concernant les modèles les animaux. Et nous ne demandons pas qu'est-ce qui ressemble le plus au langage humain, mais qu'est-ce qui, dans le répertoire de cet animal, nécessite une coordination de séquences de mouvements rapides et leur synchronisation. À partir de là, je vais vous donner quelques exemples concernant les comparaisons entre syndromes, donc le syndrome de Down et le syndrome de Williams, et ensuite entre ces syndromes et le syndrome de Down et le spectre de l'autisme. D'abord, nous allons voir les déficits dans le domaine des nombres dans la petite enfance. Alors, vous connaissez sans doute ces syndromes, mais le syndrome de Down, c'est une trisomie du chromosome 21. Tous les gènes sont normaux, mais il se trouve que 300 gènes environ sont produits en 3 exemplaires sur le chromosome 21. Donc, trop d'expressions génétiques. Tandis que pour le syndrome de Williams, 28 gènes ont été délétés, donc sur le chromosome 7. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais je pourrais vous en dire plus si cela vous intéresse. Donc là, l'expression génétique est insuffisante puisque ces 28 gènes n'apparaissent qu'à un seul exemplaire au lieu de 2 sur le chromosome 7. Le quotient intellectuel est généralement proche pour ces 2 syndromes, mais pour tout le reste, ils sont très différents. Et il y a 2 manières d'interpréter les données. Nous avons examiné la sensitivité du nourrisson aux nombres et aux ensembles de nombres. Si j'étais inéiste, je dirais parfait, j'ai ici une double dissociation entre 2 syndromes. J'envoie mon article tout de suite à Nature ou à Science et ce sera publié sans problème. Mais malheureusement, si vous prenez l'approche de la pertinence au domaine, l'approche neuroconstructiviste, les mêmes données sont interprétées de manière tout à fait différente, beaucoup plus complexe. Et personnellement, j'estime qu'à cette étape, l'état d'avancement de la science actuelle, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de psychologie, de chimie, de physique ou autre, nous pouvons savoir que rien ne sera simple, qu'il faut considérer toujours la complexité. Il faut tout simplement l'accepter et en tenir compte. Alors, les données d'abord. Nous avons d'abord examiné la discrimination des petits nombres. Nous savons de quoi les bébés sont capables, les enfants types qui se développent normalement, et ils font très bien la différence entre 2 objets ou 3 objets. Nous montrons à des bébés, ça c'est une version très abrégée, des paires d'objets, donc toujours sur des écrans distincts, différentes paires, et jusqu'à ce qu'ils s'ennuient. Et là, nous changeons le nombre d'un côté et nous essayons de voir si, lorsque le nombre passe à 3, l'enfant s'arrête plus longtemps sur ce changement. Et si tout à coup l'enfant se montre plus intéressé parce qu'il ne voit plus que des paires, on constate qu'il a fait la distinction entre 2 et 3. Avec un développement normal, les bébés le font vers 3-4 mois, et même plus tôt. Donc, pour les enfants qui atteignent du syndrome de Williams ou de Down, nous l'avons fait à un âge beaucoup plus avancé et
les enfants atteints de syndrome de Williams, ils avaient la même réaction que le groupe de contrôle, alors que pour le syndrome de Down, aucun changement dans la réaction. Nous avons refait l'expérience avec des points, 2 ou 3 points, passant de 2 à 3 ou de 3 à 2, puisque c'est ce qui a été fait le plus souvent dans les études, et nous voulions faire la même chose. Et les résultats sont les mêmes. Dans ce cas-ci, l'enfant atteint de Down a de moins bons résultats que celui atteint de Williams, qui, lui, a les mêmes résultats qu'un enfant à développement typique. Ensuite, nous avons examiné la discrimination des grands nombres. Même type de test, 8 points et ensuite 16 ou 16 et ensuite 8. Et les nourrissons à développement normal sont capables de cette distinction vers 6 et 7 mois si le rapport est de 1 ou 2, ou entre 8 et 16 mois si le ratio est de 2 à 3. C'est un peu plus difficile. Pour les enfants atteints des syndromes Williams et Down, nous avons fait le test entre 10 et 39 mois. Et là, ce sont les enfants atteints du Down qui ont les mêmes résultats que le développement typique et les syndromes de Williams qui posent problème. Alors, pour un inéiste, il y a là une évidence de double dissociation, puisque avec le syndrome de Williams, les nombres exacts, petits nombres exacts est intact, et j'utilise ce terme haïtien, sciemment, et les grands nombres approximés sont compromis, et pour le syndrome de Down, c'est l'inverse. Donc tout est très clair. Vous avez une double dissociation sur les deux syndromes, deux sous-systèmes numériques séparables qui sont spécifiés à la naissance, si on est inéiste, et qui donc sont déterminés génétiquement. Donc, dans le syndrome de Williams, un ou plusieurs des 28 gènes délétés sur le chromosome 7 contribuent à un déficit spécifique du domaine dans le système de nombres approximatifs et épargnent le système des nombres exacts, tandis que avec le syndrome de Down, un ou plusieurs gènes supplémentaires sur le chromosome 21 contribuent au déficit spécifique au domaine. Tout est clair, et c'est là que je vais démonter tout cela pour vous montrer une troisième voie. Tout d'abord, des termes comme double dissociation, épargner, préserver sont des concepts extrêmement statiques. Si quelque chose est préservé, conservé, cela veut dire en gros que cela s'est conservé de la même façon et que, de par la naissance, le phénomène était déjà là. Ce qui s'aligne sur l'approche neuropsychologique, et cela n'est pas rattaché au développement neurologique. Or, je crois qu'il est indispensable de rattacher tout domaine de connaissance à des procédés plus fondamentaux et plus anciens en matière de développement. Nous nous sommes donc demandé comment les nourrissons atteints de ces deux syndromes pouvaient balayer visuellement des séries numériques. La différence dans le traitement des nombres ne réside peut-être pas dans le nombre, dans le domaine des nombres, mais peut-être dans des schémas différents d'attention visuelle ou encore de balayage visuel. Et nous avons d'ailleurs des résultats qui l'attestent. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce que nous avons constaté, c'est que pour Williams, il y avait des problèmes réels en termes de mouvement oculaire, de saccades, et d'autre part des problèmes marqués de désengagement visuel. En d'autres termes, ils restaient fixés sur l'objet qu'ils observaient. Alors que pour les enfants atteints de trisomie 21, c'était différent. En matière de mouvement visuel, de saccades oculaires, c'était très efficace, mais le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir une attention soutenue. Ils ne parvenaient pas à rester fixés sur l'objet.
Nous avons donc formulé l'hypothèse suivante. Nous avons utilisé une technologie permettant d'enregistrer les mouvements oculaires pour le prouver. Lorsque l'on balaye une série importante de points, il faut arriver à balayer rapidement du regard l'ensemble des points. Alors que lorsqu'on a une petite quantité de points, il faut pouvoir se concentrer sur les différents points de façon individuelle. Et nous nous sommes dit que cela expliquerait peut-être pourquoi dans la trisomie 21, on obtenait de bons résultats dans un cas et pour le syndrome de Williams, on obtenait de bons résultats dans l'autre, c'est-à-dire ordre de grandeur dans un cas et petite quantité dans l'autre. Et voilà ce que nous avons pu observer. Voici un exemple d'un enfant atteint de trisomie 21 et nous avons donc enregistré les mouvements voculaires et également le temps passé sur chaque objet. Mais voici à droite un nourrisson atteint du syndrome de Williams. Il ne se concentre qu'une partie des points qui lui sont présentés et se concentre fortement sur quelques points. Nous avons également fait la même chose pour 16 points. Le nourrisson atteint de trisomie 21 n'a pas le temps de tout regarder parce qu'il y a énormément de points, ils disparaissent rapidement, mais tout de même, il a une idée générale de l'ordre de grandeur, alors que un nourrisson atteint du syndrome de Williams, lui, se concentrera sur quelques points seulement. Nous pouvons donc interpréter ces données, comme je l'ai dit, de deux façons très différentes. Soit en formulant une hypothèse issue de l'innéisme et également de cette spécificité propre à chaque domaine, ou encore une hypothèse fondée sur cette pertinence vis-à-vis des domaines. Et si l'on adopte une position innéiste, on pourrait a priori observer une double dissociation très satisfaisante, mais si l'on adopte une position pertinente en fonction du domaine, l'on peut tout de même formuler le résultat de façon différente et finalement l'article devrait être publié sous peu. En d'autres termes, les mouvements oculaires, l'attention continue, etc., avec le temps permettent d'observer ces résultats dans le domaine des nombres. Attardons-nous un instant sur les nourrissons atteints du syndrome de Williams. Ils ont des facultés diminuées en matière de planification de mouvements oculaires de base. Nous avons donc pu établir qu'il existait ce déficit de base lorsqu'ils sont tout petits qui les empêche d'avoir une idée de l'ordre de grandeur de présentation numérique importante. Très bien, on pourrait s'arrêter là. Mais lorsque l'on a une position neuroconstructiviste, il faut aller plus loin et poser la question suivante, que l'on pose rarement, c'est-à-dire, est-ce que ce déficit peut avoir une pertinence dans d'autres domaines? Est-ce que, même si c'est particulièrement marqué dans ce domaine-là, on pourrait trouver également d'autres domaines où ce déficit ressort également? Et d'autre part, est-ce que l'on peut dire à l'inverse que des comportements efficaces et pas uniquement des déficits peuvent être interprétés de cette manière. Généralement, on a tendance à se dire dans ces cas-là qu'il y a un déficit d'une côté et un comportement efficace de l'autre, et nous nous sommes demandé si en réalité le même mécanisme sous-jacent ne pouvait pas expliquer les deux. Je vais essayer de prendre l'exemple du traitement des visages chez les enfants atteints du syndrome de Williams. Dans les patients atteints du syndrome de Williams, les sujets enregistrent des résultats qui sont dans la norme en matière de traitement des visages. Et certains ont estimé que la voie ventrale était épargnée et que cela expliquait ces résultats pour ce qui est de la reconnaissance et du traitement des visages, et par contre, étant donné que la voie dorsale, elle, était atteinte, le traitement numérique, lui, n'était pas aussi bon. Est-ce que nous pourrions avancer que les déficits en matière de planification des saccades oculaires pourraient être rattachés au traitement des visages ainsi qu'au traitement numérique? Nous avons donc formulé cette hypothèse. Énormément de laboratoires de par le monde, Bellucci, Vicari, Mills et moi-même,
ont montré que si l'on montrait à des enfants ou des adolescents ou même des adultes atteints du syndrome de Williams des tâches standardisées comme l'expérience de Benton avec la reconnaissance de visage à partir d'une série ou encore des visages connus et des visages inconnus au milieu, et ils doivent dire s'ils les ont déjà vus avant ou non, ils obtiennent des résultats qui sont dans la norme. Donc il semblerait que le traitement des visages soit intact. Mais nous nous sommes demandé ce qui se passait dans le fonctionnement du cerveau. Nous avons donc essayé d'examiner les processus cognitifs sous-jacents au comportement. Et je vais vous donner un exemple. Nous avons utilisé cette disposition, ce dispositif qui est une sorte de réseau très dense qui permet de mesurer les potentiels évoqués. Et nous avons présenté des visages humains, des visages animaux, de singes et également des images de voitures. Et nous avons donc comparé cela au groupe contrôle. Nous avons travaillé sur des enfants plus âgés et sur des adultes parce que nous souhaitions que le système fonctionne bien. Et nous avons même sélectionné des enfants qui avaient déjà obtenu des résultats satisfaisants dans le test standardisé. Ce que nous avons constaté, c'est que si vous examinez le groupe contrôle, vous voyez ici la ligne rouge qui correspond au traitement des visages humains, la ligne verte qui montre les images de singes, et cela montre l'amplitude cérébrale qui témoigne de l'identification d'un visage, et il y a une légère différence parce qu'il y a tout de même une différence entre les visages d'animaux et d'êtres humains, mais pour ce qui est de l'identification des images de voitures, vous voyez que la courbe est très différente. Par contre, pour les enfants atteints du syndrome de Williams, vous voyez que la signature cérébrale est la même pratiquement. Donc, il n'y a pas de spécialisation dans le cerveau pour l'identification des visages humains. Ils sont en mesure de réussir dans la tâche qu'on leur soumet, mais il n'y a pas de spécialisation. Nous avons ensuite examiné une autre caractéristique. On voit donc ici qu'on leur a présenté des visages à l'endroit et ensuite à l'envers. On constate que pour les visages à l'endroit, il y a une latéralisation à droite très marquée, et pour les visages à l'envers, il y a une latéralisation inversée avec une différence statistique significative, alors que pour Williams, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Il n'y a donc pas d'effet marqué lorsqu'on inverse la position du visage. Il traite donc le visage de la même manière, qu'il soit présenté dans le bon sens ou à l'envers. Il traite donc chaque détail, chaque caractéristique, chaque trait séparément, alors que nous avons tendance à le traiter de façon globale. Et ils vont vous dire d'ailleurs, quand vous leur demandez d'expliciter, qu'ils se concentrent sur le nez, le front, les yeux, etc. Alors que un enfant à développement typique aura tendance à vous dire « oui, je l'ai vu, cela était un visage ». On voit donc qu'il n'y a pas de spécialisation des circuits de neurones et d'autre part pas de spécialisation en fonction des hémisphères. Nous avons donc des scores comportementaux dans la norme, mais les processus cognitifs et neuraux sont, eux, très différents, avec cette absence de spécialisation. Le traitement des visages est donc concentré sur des détails des visages. Mais n'oubliez pas que dans le cas des enfants atteints de syndrome de Williams, ils obtenaient de bons résultats pour de petits ensembles numériques en raison de cet accent mis sur les détails, et par contre, ils n'étaient pas très bons dans les grands ensembles. Cette préférence pour les détails, pour Williams,
est donc pertinente pour différents domaines, pour plusieurs domaines cognitifs, même si l'on ne le voit pas de façon aussi marquée dans tous les domaines. Et pour de nombreuses personnes, ils ont arrêté de les tester parce qu'ils ont vu que les scores étaient dans la norme. Alors, qu'en est-il d'autres études qui comparent différents syndromes? Nous avons donc étudié le syndrome de Williams, le syndrome de Down, la trisomie 21, mais qu'en est-il d'autres comparaisons, à savoir les troubles du spectre de l'autisme et le syndrome de Williams? Les profils en termes sociaux et cognitifs semblent opposés a priori. Alors peut-être que là nous observerons une double dissociation. Voyons quelque peu en quoi consistent ces troubles. Tout d'abord, en matière d'autisme, nous savons que vraisemblablement des gènes multiples ayant un effet limité sont en jeu qui expliquent cette difficulté d'interaction sociale, de communication, de maniement du langage et également l'intérêt vis-à-vis de certains comportements. Dans le syndrome de Williams, 28 gènes ont été effacés et nous comprenons à présent que 4 ont un effet majeur et nous le faisons à l'aide de différentes méthodes et je ne vais pas entrer dans les détails. Qu'en est-il maintenant des caractéristiques phénotypiques? Les patients autistes sont distants, ils évitent tout contact oculaire, ils évitent de regarder les visages, ils préfèrent l'interaction avec des objets et non pas avec des personnes. S'ils sont forcés de le faire, ils vont tout de même interagir avec des personnes, mais ce n'est pas leur préférence. Et ils obtiennent de meilleurs résultats pour des tâches spatiales que pour des tâches de communication liées au langage. Alors que pour le syndrome de Williams, c'est l'inverse. Ils sont très amicaux, ils sont fascinés par les regards, les yeux, les visages, ils n'arrivent pas à se désengager, ils préfèrent largement interagir avec des personnes qu'avec des objets et leur aptitude à la communication et au langage est nettement meilleure que leur aptitude spatiale. Mais nous avons étudié la situation dans la petite enfance, chez les nourrissons, et là, nous voyons qu'il y a beaucoup de recoupements, ce qui me semble être une perspective intéressante. Dans les deux cas, on trouve des difficultés avec la planification des mouvements oculaires rapides. Ils ont d'autre part une façon atypique de suivre le regard de quelqu'un. Ils ne suivent pas quand on montre quelque chose du doigt, donc dans cette configuration de triade. Ils ont également un traitement des visages atypique, ils ont des sensibilités particulières au son, ils ont également des obsessions que l'on retrouve dans les deux cas, ils ont également des schémas de sommeil atypiques et nous avons fait des études récemment sur la consolidation de la mémoire et de l'apprentissage pendant le sommeil et dans les deux cas ils ont des difficultés, il y a des problèmes de désengagement de l'attention et ce que j'aimerais avancer sans entrer dans trop de détails, c'est que nous risquons de mieux percevoir le type d'atteinte dont ils souffrent en comparant les syndromes entre eux plutôt que en comparant les syndromes à des groupes contrôle. Nous avons comparé des enfants autistes et des enfants à développement typique. Nous semblons identifier des caractéristiques très claires. Par contre, si nous comparons les syndromes entre eux, les simples caractéristiques ne permettent pas de tirer des conclusions. Il faut aller plus loin et donc si on compare les syndromes, les troubles entre eux, cela permet d'approfondir considérablement. Nous avons une fois de plus examiné des nourrissons, des bébés, c'est là qu'il faut commencer, toujours selon moi, et dans une étude Johnson et Charman, l'étude BASIS,
l'étude sur l'autisme dans les fratries en Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, je dois demain matin à la première heure prendre un avion pour les rejoindre et travailler sur cette étude. Ils ont étudié les enfants qui sont à risque pour l'autisme parce que quelqu'un d'autre dans la fratrie est lui-même atteint d'autisme. Nous avons donc à la fois utilisé des questionnaires, des évaluations en laboratoire, des expériences qui suivent les mouvements oculaires, également le regard préférentiel, les potentiels évoqués, également les électroencéphalogrammes pour voir l'activité de la bande gamma qui nous permet de voir comment ces différents traits sont configurés au départ, ADN, etc. La question qui doit se poser selon moi, c'est comment savons-nous que tous ces signes précoces dans le développement sont spécifiques à l'autisme? Peut-être que ces enfants ne vont pas du tout développer de syndrome autistique par la suite. Et deux de mes étudiants en thèse à l'heure actuelle sont en train d'utiliser les mêmes marqueurs pour voir si d'autres syndromes ne peuvent pas être concernés et si ce n'est pas uniquement l'autisme qui est en jeu. Nous comparons donc à la fois les enfants atteints de syndrome de Williams, de trisomie 21, de l'X fragile et également des nourrissons qui vivent dans des environnements socio-économiques élevés ou faibles. Et cela, selon nous, devrait nous permettre de déterminer quels sont les processus qui sont spécifiques à un syndrome et non pas généraux, quelles sont d'autre part les modalités spécifiques au général et quels sont les processus cognitifs en jeu. Et nous ne nous contentons pas de comparer avec des groupes contrôle. J'ai dit au départ que lorsque l'on avait affaire à des troubles génétiques, il n'y avait pas uniquement des modifications dans les gènes, mais également dans l'environnement. Nous avons donc examiné les enfants qui vivent dans des conditions de pauvreté, qui ont un faible statut socio-économique, et je vais vous donner un exemple pour vous montrer de quoi il s'agit. Nous avons donc étudié les processus cérébraux dans plusieurs zones du cerveau. Nous avons pu constater que dans la zone frontale, qui est liée à la planification, la supervision, etc., on observe déjà des différences pour ces enfants qui vivent dans des milieux défavorisés. Il n'y a donc pas de mutation génétique, mais il y a un stress environnemental. Voilà ici la première étude, à ma connaissance, qui montre qu'il y a des différences dans différentes régions du cerveau en fonction du niveau socio-économique. Et ces disparités dans l'activité fonctionnelle du cerveau sont décelables même à l'âge de 6 mois, ce qui est tout à fait inquiétant. Ce que j'essaye de dire, c'est que si vous souffrez d'un trouble génétique et ces enfants sont très stimulés par leurs parents, ils sont choyés, ils vivent dans un environnement privilégié et ils n'ont donc pas de problèmes ou d'obstacles environnementaux. Donc, est-ce que ce sont uniquement ces mutations génétiques qui expliquent leur développement atypique? Ce que nous avons expliqué, c'est que ces facteurs génétiques n'étaient pas les seuls enjeux, mais l'environnement également. Une fois qu'on dit à un parent que son enfant souffre du syndrome X ou Y, automatiquement, cela change l'environnement social et physique. Je ne suis pas en train d'accuser les parents, mais c'est une composante naturelle de l'interaction que l'on peut avoir avec son enfant en raison de cette connaissance. C'est également la même chose lorsque l'on traite les filles différemment des garçons, même si on ne souhaite pas le faire. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Tout d'abord, dans mon laboratoire, on a des gens qui patientent en attendant l'expérience et le bébé qui prend un objet et qui met l'objet
à la bouche et pour un enfant typique, la mère vérifie que l'objet n'est pas tranchant, coupant, qu'il n'est pas dangereux et elle le laisse faire. Pour un enfant atypique, la mère aura tendance à lui retirer l'objet parce que elle a peur pour son enfant, parce que son enfant est plus vulnérable. Même chose pour un enfant qui se met à ramper ou à marcher à quatre pattes. Avec un enfant à développement typique, la mère ne fait rien, alors que pour un nourrisson qui est perçu comme vulnérable par la mère, immédiatement elle l'arrête, ce qui l'empêche d'avoir un environnement riche à explorer. Et Carol Mervis a également étudié la question de cet échange lexical en matière de surgénéralisation où l'enfant pense que c'est un chien et le parent corrige en disant « Ah non, c'est un chat ». Eh bien, on constate que les parents parfois empêchent cette surgénéralisation et cela entrave la catégorisation, etc. Donc je crois que nous devons adopter une vision très dynamique du rôle de l'environnement. Alors très rapidement, parce qu'il me reste peu de temps, Fanen Sisban, que j'aimerais remercier de s'être si bien occupé de moi avant mon arrivée, également depuis mon arrivée, m'a demandé de songer à des enseignements que l'on peut tirer en termes d'intervention. Cela ne fait pas très longtemps que nous travaillons dans ce domaine, mais je crois tout de même pouvoir identifier 5 principes essentiels. Tout d'abord, l'idée que l'intervention doit commencer de façon précoce, avant que les déficits cognitifs n'aient pu apparaître, et qu'il ne faut pas forcément s'investir dans le domaine où le déficit risque de surgir, par exemple la dyslexie, qui a une base génétique, et si elle est prévalente dans la famille, on sait que c'est certainement là que les déficits vont survenir. Donc nous n'allons pas entraîner la lecture, mais d'autres compétences. D'autre part, nous allons nous concentrer sur des interventions spécifiques propres à chaque syndrome. Et quatrièmement, nous considérons que l'enfant devrait être un participant actif et non pas se contenter de répéter de façon passive, mais qu'il devrait être un participant actif, et je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et nous devons d'autre part mesurer les effets au niveau neural et pas uniquement au niveau comportemental, qui ne suffit pas. Alors, quelques mots sur ces 5 principes. Pourquoi faut-il intervenir de façon précoce? Eh bien, pour commencer, comme je l'ai montré tout à l'heure dans l'étude de Johnson et d'autres, le cerveau des nouveau-nés a ses biais pertinents par rapport à différents domaines, mais il est très malléable au départ, et même la plasticité cérébrale est particulièrement marquée chez les nourrissons, et cette plasticité cérébrale subsiste même à un âge avancé comme le mien. D'autre part, des compétences cognitives comme l'attention, la discrimination, la mémoire, etc. sont pertinentes pour plusieurs domaines, et si l'on entraîne donc ces compétences-là, l'on pourra avoir des répercussions sur différents domaines. Et d'autre part, ces interventions devraient se situer avant l'apparition de différents troubles cognitifs. Et si l'on intervient donc de façon précoce, alors cela peut affecter et influencer la trajectoire du développement. Voici un exemple de cette évolution avec le temps, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. D'autre part, cet entraînement ne devrait pas se faire dans le domaine où on sait que le déficit va apparaître par la suite, par exemple les nombres pour la trisomie 21 et le syndrome de Williams. Dans le syndrome de Williams, l'idée, ça ne serait pas d'entraîner
les capacités en matière numérique, mais plutôt les mouvements oculaires rapides, ce qui aura des retombées positives pour le traitement numérique, mais également dans d'autres domaines. Par contre, pour les enfants atteints de trisomie 21, il faudra entraîner l'attention soutenue, la concentration, ce qui aura des répercussions positives pour le traitement des nombres, mais également dans d'autres domaines. Voici un certain nombre d'exemples très rapidement. Nous entraînons le bébé à qui on présente un aquarium comme ceci et nous utilisons un appareil qui enregistre les mouvements oculaires. À chaque fois que le bébé se concentre sur ce poisson-là, tout se met à bouger et dès que le bébé détourne le regard, l'image devient fixe à nouveau. Il comprend donc que s'il concentre son attention sur ce poisson-là, tout s'anime, tout devient intéressant. Même chose ici avec le papillon. À chaque fois que le bébé fixe ce papillon, l'image bouge et devient intéressante, et dès que le regard de l'enfant quitte le papillon, l'image se fige. Donc le bébé apprend cela. Et j'ai dit que cet entraînement devait être propre à chaque syndrome et qu'il n'y avait donc pas de solution unique pour tous les syndromes. Voici un autre exemple pour le syndrome de Williams et la trisomie 21. Le retard en matière de langage est le même au départ, mais il évolue par la suite. Donc le retard est comparable au cours des 4 premières années. Mais pour le syndrome de Williams, c'est lié à des problèmes d'attention visuelle. Le fait qu'on n'arrive pas à suivre les regards lorsqu'on pointe quelque chose du doigt, etc. Alors que pour les enfants atteints de trisomie 21, c'est dû à des problèmes d'attention auditive. Il faudrait donc adopter des stratégies d'intervention différentes. L'enfant doit également participer activement. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure pour l'attention soutenue, mais en voici un autre. Les 2 micros sont là simplement pour représenter 2 sons différents. Donc nous entraînons l'enfant à reconnaître un son à basse fréquence et chaque fois qu'il entend ce son, la fenêtre de gauche s'ouvre. Et lorsqu'un autre son plus aigu est produit, c'est la fenêtre de droite qui s'ouvre. Et au bout d'un certain temps, lorsque l'enfant réagit de la bonne manière, nous n'ouvrons plus la fenêtre tant qu'il n'a pas un mouvement oculaire. Donc il y a correspondance. Nous pouvons le faire aussi pour le regard. Sans rien dire à l'enfant, il ne faut pas dire à l'enfant « regarde les yeux », il doit s'en rendre compte seul. Donc voici ce que voit l'enfant. Et donc la personne détourne le regard et à ce moment-là, si l'enfant suit le regard, il y a une surprise agréable. S'il ne regarde pas, il a un écran gris. Donc l'enfant apprend, le bébé apprend qu'il y a un lien entre l'orientation du regard et le stimulus. Et ensuite, on essaie de voir si cet apprentissage est généralisé à reporté sur d'autres situations. Mais donc, il faut également mesurer l'effet au niveau des neurones. Dans les groupes de contrôle, dans le cas de développement typique, si le regard est direct, le schéma neuronal n'est pas le même qu'avec un regard détourné. Dans le cas de l'autisme, ces 2 lignes sont très semblables. Le cerveau ne fait pas vraiment la distinction entre le regard direct ou le regard détourné. Et donc, après la formation, nous mesurons pour voir s'il y a une évolution et si ça n'est pas le cas, nous essayons de trouver un autre exercice. Mais même si l'enfant a pu faire ce mouvement oculaire, il est important de vérifier les marqueurs neuronaux. Donc, ce sont des principes d'intervention spécifiques que je vous en ai donné quelques exemples. Il y en a sûrement beaucoup d'autres.
Donc au moment lorsque nous prévoyons des interventions, nous les prévoyons de manière neuroconstructive. Nous réfléchissons aux impacts des processus de faible niveau sur les autres. Et la question qu'il faut se poser concernant le développement est de savoir s'il est typique ou atypique. Et c'est une question sur laquelle insistait beaucoup Piaget, et qui est de savoir quels sont les mécanismes dans l'enfance qui donnent naissance à des résultats cognitifs différents par la suite. Avant de conclure, j'aimerais remercier avant tout les bébés scientifiques, tous mes étudiants, collaborateurs divers, parce que tout ce travail dont j'ai parlé aujourd'hui, bien sûr, est un travail de collaboration. J'ai aussi reçu des fonds de Wellcome Trust. Je peux continuer à travailler jusqu'à atteindre les 90 ans. Et d'autres compagnies également qui soutiennent mon travail. Et je voudrais remercier également Émilie Farhan et tous mes collègues qui ont travaillé avec moi sur ces recherches. Merci. Merci à Annette Carmilo-Smith pour cet exposé dont vous aurez apprécié l'extrême clarté et précision. Et en outre, on ne peut qu'être impressionné par l'ampleur des travaux qui ont été relatés ici. Et nous avons une petite demi-heure pour le jeu des questions et de la discussion. Qui aimerait intervenir? Et vous pouvez poser vos questions en français, but I'll respond in English. Mais j'y répondrai en anglais parce que mon français scientifique est trop pauvre. Où sont les micros? Ici. Thank you for this fascinating presentation. Merci pour cette conférence fascinante. Est-ce que vous faites un travail aussi sur les autistes adultes, parce que c'est là qu'il y a le moins de recherche. Et vos commentaires sur la plasticité du cerveau est encourageant parce que je suis sûre que vous découvrirez d'autres choses. Est-ce qu'il y a des travaux en cours pour les adultes autistes? Vous voulez parler d'études futures, de projets futurs? L'étude BASIS en étude s'inscrit dans une grande étude internationale en France. Je ne sais pas s'il y a des collaborateurs suisses, je ne crois pas que ce soit le cas, même s'il se fait de la recherche sur l'autisme en Suisse. Aux États-Unis, un peu partout, parce que il est important d'avoir un grand nombre de sujets pour ce type d'études. Mais ce qui est important, et je crois que c'est vrai pour la psychologie en général, il y a tendance à s'arrêter davantage aux différences individuelles plutôt que groupales. Et la question donc de savoir comment analyser les données sur le cerveau en ensemble individuel plutôt que de groupe. Et je crois que ce sera particulièrement important pour ce qui est de l'autisme. La génétique semble indiquer qu'il y aura beaucoup de sous-groupes que l'on qualifie d'autisme, des troubles qui sont en fait beaucoup plus différenciés. Il y a une étude de Angelica Ronald et ses collègues qui a examiné, non pas du point de vue génétique, mais pour voir comment les variations peuvent être expliquées génétiquement pour les 3
domaines, communication, interaction sociale et obsession, qui sont des caractéristiques de l'autisme. Et il semble que des gènes différents soient concernés. Donc, si vous prenez les phénotypes, les pères, les oncles d'enfants autistes, ils ne sont pas eux-mêmes autistes, mais ils montrent certaines caractéristiques. Donc, ils peuvent avoir certaines des mutations génétiques, mais pas toutes. Et comme le système est dynamique, si vous avez une ou deux mutations, vous trouvez le moyen de compenser. Mais si vous avez toutes les trois, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est le genre d'étude qui est en cours actuellement. Et je pense qu'on va faire beaucoup de progrès. Encore une chose, je m'attarde, mais l'autisme est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il semblerait qu'un sous-groupe pourrait être dû à la mutation dans les nombres d'exemplaires pour quelques gènes seulement. Bon, voilà, ça a été un peu long, mais je vous prie de m'en excuser. Hello. Hello. I've seen yesterday on news. Hier, aux actualités, j'ai vu qu'une protéine aurait un potentiel thérapeutique intéressant. La neuroligine 3. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je ne vous ai pas entendu. Scientifiques à Bâle qui font des recherches sur une protéine qui serait impliquée dans l'autisme. Et ils clament que cette protéine, en fait, serait une bonne cible thérapeutique. Ça s'appelle la neuroligine free. Est-ce que vous avez entendu parler de cette protéine et quel est votre avis? On peut peut-être compléter, si vous avez entendu cette émission à la télévision il y a 3 jours, je pense, où cette protéine intervient sur une synapse dont on a vu une photo. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces chercheurs ont dit qu'ils allaient, avec l'industrie pharmaceutique de Bâle, ou une maison de l'industrie pharmaceutique, trouver le médicament qui permettrait de guérir l'autisme. Et je pense qu'on peut comparer un peu cette proposition avec ce que tu as présenté sur les éléments d'intervention, puisque tous les éléments d'intervention dont tu as fait part portent sur des démarches quelque part comportementales. Oui, but I know about. Oui, je suis au courant de ces recherches, des recherches en biochimie. Bien entendu, ces interventions peuvent être utiles, mais probablement seulement pour un sous-groupe ou 2 sous-groupes d'enfants ou d'adultes atteints d'autisme. Deuxièmement, lorsqu'on intervient au niveau biochimique et génétique, en raison de la complexité des systèmes, on ne sait pas quelles conséquences inattendues l'intervention pourrait avoir. Donc, lorsque quelqu'un dit « nous allons guérir l'autisme », il faut d'abord travailler sur des modèles animaux, ensuite faire des études sur l'être humain à toute petite échelle. Parce que un seul gène a d'innombrables fonctions et une fonction est répartie également entre de nombreux gènes. Donc lorsque l'on intervient à ce niveau-là, il faut se montrer très prudent, il y a un risque de cascade. Mais c'est intéressant, bien sûr, la thérapie génétique, c'est intéressant. Si vous me permettez, nous avons examiné la trisomie 21 et la maladie d'Alzheimer. Dans le syndrome de Down, on repère les mêmes plaques que chez les patients d'Alzheimer. Et 50% seulement d'entre eux ont la maladie d'Alzheimer. On ne sait pas pourquoi. Quels sont les facteurs, les déclencheurs?
Alors, l'objectif serait d'intervenir au niveau génétique, une fois que nous comprendrons bien les niveaux génétiques, comportementaux, chimiques, etc. Mais dire à ce stade-ci, nous allons guérir l'autisme, je crois que c'est rendre un très mauvais service aux parents de ces enfants. Et en attendant que ces traitements existent, il faut intervenir à d'autres niveaux, au niveau cognitif et pas comportemental notamment. Bon, c'est important de voir d'où vient la question pour moi. Alors, merci de cette intéressante conférence. Vous avez parlé de l'interaction des gènes et de l'environnement pour certains troubles et vous avez dit que parfois il y a même absence de mutation, mais qu'il peut y avoir simplement un impact environnemental pour ces troubles. Mais ne pensez-vous pas qu'à ce niveau, il peut y avoir aussi des mécanismes épigénétiques, des mutilations par exemple, qui pourrait avoir un effet asymptomatique. Est-ce que vous avez examiné ces questions ou pas encore? Non, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais j'ai des collègues avec qui je suis en contact qui travaillent beaucoup à l'épigénétique génétique de la pauvreté et d'autres éléments. Donc nous savons que l'expression génétique est fortement influencée par l'environnement. De nombreux travaux de différents chercheurs l'ont montré. Donc, à long terme, oui, vous avez raison, ce type d'idées entreront en ligne de compte pour l'intervention. Mais pour le moment, c'est encore très flou. Il y a beaucoup de chercheurs, Caspé et un autre dont j'ai oublié le nom, travaillent sur les troubles du comportement. Mais je crois qu'il faudra intervenir très très tôt pour pouvoir avoir un effet. Mais peut-être que je me trompe et qu'on pourra le faire beaucoup plus tard. Mais ça n'est pas mon sentiment. Je pense que ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace d'intervenir rapidement. Merci. J'ai été extrêmement étonné par vos données montrant les différences d'activité frontale selon le niveau socio-économique. Et la question qui se pose, évidemment, est est-ce que vous avez une idée du mécanisme qui cause la différence? Eh bien, malheureusement, je suis désolé de vous décevoir, mais non. Non, c'est peut-être probablement dans la zone frontale, puisqu'il y a qui intervient dans tellement de domaines différents, mais c'est nécessairement lié à l'attention et à la planification, tandis que les zones temporales ont des fonctions beaucoup plus localisées. Mais nous avons été extrêmement étonnés de voir qu'il y a déjà une différence à 6 mois. Les enfants qui ont un risque d'autisme semblent aussi montrer ce même type de tendance, mais c'est encore très prématuré. Nous sommes au début de nos études, donc il est difficile de distinguer exactement si c'est une question de mutation ou un problème environnemental. Nous avons constaté maintenant que la zone frontale est partiellement active très tôt chez les enfants, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'ici. Mais nous avons été tout aussi étonnés que vous. Vous avez utilisé un certain nombre d'outils et je songeais également au recours à l'imagerie par résonance magnétique, quelle pourrait être l'utilisation à l'avenir. Et d'autre part, vous nous avez montré que 2 enfants différents pouvaient montrer les mêmes comportements dans la norme, mais que
les mécanismes cérébraux sous-jacents n'étaient pas les mêmes. Oui, merci beaucoup. J'avais toute une diapositive sur la méthodologie, mais je ne l'ai pas présentée, faute de temps. Nous avons utilisé les potentiels évoqués parce que les bébés sont très réceptifs. Nous avons des bébés qui détestent avoir quelque chose sur la tête, par exemple ceux qui sont atteints du syndrome de l'X fragile. Nous arrivons à leur mettre ce casque extrêmement léger sans qu'ils s'en aperçoivent, donc c'est pratique. Et il y a d'autre part des expériences réalisées avec l'IRM fonctionnel, mais il faut les endormir et sur le plan éthique, c'est très problématique de les endormir s'ils sont atteints de ces troubles cognitifs. Il y a également le problème des stimuli sonores. Ce que font certains collègues, c'est d'utiliser la spectroscopie par infrarouge qui permet cette mesure par résonance magnétique, ce qui montre des résultats très intéressants. Mais je crois que ce que vous souhaitiez dire en posant cette question est tout à fait important, c'est-à-dire que nous avons besoin de méthodologies différentes pour déboucher sur les résultats, car sinon cela risque d'être influencé par une méthodologie. Mais la technologie évolue de jour en jour avec l'enregistrement des mouvements oculaires qui est de plus en plus sophistiqué, de moins en moins invasif pour les bébés, donc tout évolue très rapidement. Il y a également des collègues qui essayent de coordonner l'IRM fonctionnel et également les potentiels évoqués. Nous l'avons fait pour les adultes, mais pas pour les enfants. Mais effectivement, cette combinaison, cette mise en commun de différentes méthodes est essentielle. Oui, merci de votre intervention. Concernant l'autisme et la maladie d'Alzheimer, certaines pistes mettent en parallèle des problèmes liés aux troubles alimentaires ou à la toxicité. J'aimerais savoir, lorsque vous effectuez des tests, si vous prenez en compte ces facteurs ou pas par rapport au fait que chaque enfant, chaque jour, mange quelque chose de différent, ou s'il est allaité, qu'effectivement sa mère a mangé quelque chose de différent. Je vous remercie. There have been so many different. Eh bien, on a avancé énormément d'hypothèses au sujet des causes de l'autisme, avec, par exemple, la triple vaccination rougeole, rubéole au rayon, qui a été accusée de bien des maux et qui a fait que les gens ont cessé de vacciner leurs enfants. Effectivement, le régime alimentaire peut jouer un rôle, mais nous devons prendre en compte une situation complexe. Cela ne pourra pas être la seule explication. La base génétique non plus, parce que parfois les mutations génétiques sont identiques et finalement la réaction n'est pas la même. Même chose pour les vrais jumeaux. Donc effectivement, vous avez raison, nous devrions songer à l'alimentation, également le tabagisme et également l'alcool. Nous pensons que l'alcool peut avoir son rôle à jouer si l'alcoolisme est particulièrement marqué, mais il y aura peut-être des bébés qui seront allaités par une mère qui boit, qui le développeront et d'autres pas. Donc nous devons le prendre en compte, mais ce que nous devons rechercher, et certains le font bien mieux que moi, ce sont des modèles qui nous permettent d'analyser ces facteurs très complexes qui interagissent entre eux. Et ensuite, effectivement, nous pouvons intégrer la composante régime alimentaire ou consommation d'alcool, plus les gènes, les cellules, etc. Les systèmes dynamiques commencent à le faire, d'autres formes d'analyse également, mais nous n'y sommes pas encore. Quoi qu'il en soit, la solution sera extrêmement complexe. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je vous remercie d'être venu à Genève à l'auditoire Jean Piaget
faire cette magnifique conférence. J'aimerais simplement poser une question. Peut-être que vous pouvez m'aider. J'ai hérité du gène de la bonne humeur, du gène de l'intelligence, de la richesse, de la sagesse, et je suis à la recherche du gène de l'amour. Est-ce que vous avez une solution ou une proposition? Je vous remercie beaucoup. I suppose I ought to reply. Alors, je crois que la réponse que vous attendez de moi, c'est que je vais vous fixer un rendez-vous dans un bar un peu plus tard et que je vais tout vous expliquer sur le gène de l'amour. I just hope that J'espère que personne ne parlera du gène de telle ou telle chose, de X ou Y, car les interactions sont multiples. Mais effectivement, l'amour est un vaste problème. La dernière. C'est où? Ah oui. Désolée. C'est une hypothèse. Vous avez dit que le cerveau se développait durant toute la vie. Alors, est-ce qu'on pourrait considérer que les maladies neurodégénératives sont aussi comme des maladies neurodéveloppementales? Oh, ok. Oui. Même en français, ça marche pas. Non. Si Jean-Paul a de la peine, I have an excuse. I think. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que au fil du développement et de l'évolution, certains syndromes n'ont pas disparu. Or, on pourrait se dire que si l'évolution ne souhaitait privilégier que la trajectoire normale, ces syndromes auraient disparu, or ils sont toujours là. Donc je crois, là je suis vraiment en train de réfléchir à haute voix, mais il faudrait peut-être se demander ce que nous apportent ces différences. Certaines se produisent par hasard, mais d'autres sont héritées. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne disparaissent pas? Peut-être que en termes d'évolution, ces différences sont toujours nécessaires. Et si nous devions nous acheminer vers une trop grande homogénéité, alors nous cesserions de nous développer et que ces différences sont donc nécessaires. J'ai souvent réfléchi au fait qu'il existe des syndromes comme l'autisme ou le syndrome de Tourette où, dans certains cas, ils obtiennent de meilleurs résultats que les groupes contrôle pour certaines tâches. Syndrome de Tourette, par exemple. Les gens qui ont des tics particulièrement marqués, qui n'arrêtent pas de jurer, etc. Généralement, ils sont dotés d'une intelligence normale, donc ils fréquentent l'école normale, mais ils sont un petit peu embarrassés parce qu'ils profèrent des jurons alors qu'ils essayent de draguer une fille. Donc, ils essayent de se dominer, de se contrôler. C'est très difficile, mais ils le font chaque jour. Et si vous mesurez la fonction exécutive de ces adolescents, ils obtiennent de meilleurs résultats que les groupes contrôle. Donc, ces troubles, entre guillemets, permet d'améliorer, entre guillemets, leur développement. Pour les enfants autistes, ils sont très doués pour certaines tâches, bien plus que nous. Donc, il y a des incidences positives en termes de développement. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à cette question, mais je crois que votre question est essentielle. Et nous devrions effectivement nous poser la question de ce qui se passe dans l'histoire du développement. Je crois que même si un petit rendez-vous qui est prévu, nous pouvons mettre un terme à cette séance en remerciant encore une fois très vivement Annette Karmilov de son exposé et de ses réactions. Bravo.